Bienvenue sur Sola TV, je suis Jean Neymar. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, on parlera d'une œuvre d'Émile Zola. Cette fois-ci, on analysera Thérèse Requin, publiée en 1867. En premier, on analysera le mouvement du naturalisme et on parlera de son chef de file. Pour cela, on a invité un spécialiste de ce mouvement et de la vie et de l'œuvre d'Émile Zola. Mesdames et messieurs, je vous présente Yves Vapavien. Bonjour Monsieur Neymar, je suis très content d'être ici dans votre émission, merci de votre invitation. Bon, avec cette présentation de la vidéo déjà faite, on commence avec cette interview. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Bonne réponse Yves, j'aime ton enthousiasme. Merci beaucoup. Comme j'avais déjà dit, on commencera par analyser ce mouvement du 19e siècle. Je crois que le public sait déjà que le naturalisme est la suite logique du réalisme, qui cherchait dans ce roman à décrire la réalité de la manière la plus précise possible, et plus spécifiquement la vie des gens des classes sociales les plus pauvres, comme les ouvriers, les paysans ou même les prostituées. Mais je crois que la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce que cherche l'auteur naturaliste à représenter dans ce roman. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Il est normal que le public ou les personnes ne connaissant pas ces mouvements posent cette question, mais elle est essentielle pour la compréhension de ces mouvements. En effet, comme tu l'as déjà dit, le naturalisme et le réalisme cherchent à peindre la réalité avec une documentation très précise et très recherchée. Mais cela va encore plus loin. Ils vont aller s'appuyer sur la méthode expérimentale de Claude Bernard. Eh bien, monsieur Vapavien, expliquez-nous quelles sont les étapes de cette démarche expérimentale. Pour l'expliquer, je vais prendre l'exemple de Thérèse Raquin. L'auteur choisit son thème, dans ce cas les tempéraments, et il émet une hypothèse. L'hypothèse de Zola dans cette œuvre est que les tempéraments sont héréditaires ou sont dus à l'influence de l'environnement. Et logiquement, après vient l'expérience, qui est l'action et ainsi le résultat. Sans trop entrer dans le détail, les tempéraments du couple provoquent le désastre. Ils vont s'aider de cette méthode afin de justifier leur démarche scientifique en cherchant à démontrer que l'homme est déterminé par son hérédité et son environnement. En allant à l'essentiel, les auteurs du mouvement cherchent à faire de la littérature une véritable science, capable d'analyser la nature de l'être humain et de la société dans laquelle il vivait. C'est justement ça. Mais d'un autre point de vue, il y a aussi d'autres caractéristiques très importantes de ce mouvement, dans ce cas liées au procédé narratif. On sait déjà que la description est très importante à cause de l'importance de l'environnement dans les romans, et que même Zola définit la description comme un état du milieu qui détermine et complète l'homme. Est-ce que tu peux nous parler et approfondir plus sur ces procédés narratifs? Bien sûr, en effet, les écrivains utilisent généralement la focalisation externe du narrateur. C'est quand ce dernier ne rapporte que les apparences extérieures de l'histoire. Ils utilisent aussi le discours indirect libre, qui est un procédé littéraire qui permet au narrateur de s'affranchir des modèles théâtrales qu'imposait le mimétisme du discours direct. Enfin, parle-nous de ce fameux écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840 à Paris, où il est mort le 29 septembre 1902, appelé Émile Zola. Émile Zola est l'un des romanciers français les plus populaires, encore aujourd'hui et à son époque. Il est aussi l'un des plus publiés, traduits et commentés par le monde. Ces romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision.
Il est connu principalement grâce à sa fresque romanesque en 20 volumes, Les Rougeaux-Macquart. Il est l'un des plus grands représentants du mouvement naturaliste. Enfin, comme on a déjà analysé les caractéristiques les plus importantes de ce mouvement et qu'on a déjà présenté son chef de file, Émile Zola, on peut passer à l'étude du cas. Monsieur Vapavien, pouvez-vous nous dire en quoi cette œuvre très connue de cet auteur est une œuvre naturaliste? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons présenter cette œuvre. C'est un roman datant de 1867. Ce fut tout d'abord un feuilleton qui paraissait dans le journal L'Artiste. Brièvement, c'est l'histoire d'une jeune femme mariée à son cousin qui, pour s'échapper de son ennuyeuse vie, va décider avec son amant d'assassiner son mari, son cousin. Le livre va exprimer tout au long du roman la progression de la culpabilité dans la jeune femme et son amant, et cela va terminer dans une fin tragique pour les deux amants. Et donc cette œuvre est tragique. Effectivement, un côté tragique dans cette histoire, mais cela reste un roman naturaliste. Mais justement, je reviens au premier point. Cette œuvre est naturaliste pour le thème choisi, qui peut être certes romancé, mais un sujet dans une classe sociale populaire et banale. Cela reflète une envie de s'intéresser dans les actions de la vie populaire, dans ce cas, dans la vie d'une classe moyenne qui part dans une vie de crime. On le voit dans Thérèse Raquin, dans les descriptions des milieux autour des personnages. Cela pour Zola, le milieu pour lui va donner naissance à la personne. Pour sa théorie, selon un milieu, une personne a déjà un avenir déjà prédestiné. C'est le déterminisme. Il fait cette expérience pour montrer sa théorie des tempéraments et de l'environnement. On y observe comment les deux amants sombrent dans la folie tout au long du livre. D'un point de vue scientifique, Zola décrit très bien les caractéristiques physiques et psychologiques également de Thérèse tout au long du roman. Ensuite, il va se répartir entre Thérèse et son amant. Il va répartir le point de vue du narrateur afin de bien montrer la progression des deux personnages. Comme dernier point, nous pourrons voir que dans Thérèse Raquin, la manière de les décrire est typiquement naturaliste. Il utilise l'usage du discours indirect et aussi direct libre. Nous pouvons le voir dans des extraits. Également, il expose quand il écrit des descriptions très précises qui sont également un type, une caractéristique de l'écriture naturaliste, qui sont l'analyse descriptive très précise et très recherchée. Maintenant, nous allons procéder à une lecture et une analyse d'un passage du livre, le début du chapitre 28. Depuis 2 mois, Thérèse et Laurent se débattaient dans les angoisses de leur union. Ils souffraient l'un par l'autre. Alors, la haine monta lentement en eux. Ils finirent par se jeter des regards de colère, pleins de menaces sourdes. La haine devait forcément venir. Ils s'étaient aimés comme des brutes, avec une passion chaude, toute de sang. Puis, au milieu des énervements du crime, leur amour était devenu de la peur, et ils avaient éprouvé une sorte d'effroi physique de leur baiser. Aujourd'hui, sous la souffrance que le mariage, que la vie en commun leur imposait, ils se révoltaient et s'emportaient. Ce fut une haine atroce, aux éclats terribles. Ils sentaient bien qu'ils se gênaient l'un l'autre. Ils se disaient qu'ils mèneraient une existence tranquille. S'ils n'étaient pas toujours là,
face à face. Quand ils étaient en présence, il leur semblait qu'un poids énorme les étouffait, et ils auraient voulu écarter ce poids, l'anéantir. Leurs lèvres se pinçaient, des pensées de violence passaient dans leurs yeux clairs. Il leur prenait des envies de s'entre-dévorer. Au fond, une pensée unique les rongeait. Ils s'irritaient contre leurs crimes. Ils se désespéraient d'avoir à jamais troublé leur vie. De là venait toute leur colère et toute leur haine. Ils sentaient que le mal était incurable, qu'ils souffriraient jusqu'à leur mort du meurtre de Camille. Et cette idée de perpétuité dans la souffrance les exaspérait. Ne sachant sur qui frapper, ils s'en prenaient à eux-mêmes. Ils s'exécraient. Dans ce passage du chapitre 28, on peut voir une description de la souffrance du couple à cause du meurtre de Camille. L'assassinat de ce dernier est en train de faire que Thérèse et Coupeau commencent à sentir de la haine l'un contre l'autre. On peut apercevoir une gradation croissante tout au long du passage, des mauvais tempéraments. Les sentiments d'angoisse se transforment en une haine atroce. Cela démontre que les tempéraments du couple sont provoqués par l'hérédité, l'environnement et les sections de ces derniers, et que ces sentiments vont provoquer le suicide collectif de Coupeau et Thérèse. En allant à l'essentiel, on peut dire que cette œuvre est naturaliste. En premier, car les personnages appartiennent à une classe sociale plus défavorisée. Camille et Thérèse et Coupeau appartenaient à une classe ouvrière et ils commencent à vivre à Paris et ils ont des travails qui des ouvriers et vivent dans un environnement des classes sociales plus pauvres. Ensuite, à cause de qu'il y a une démarche expérimentale, cela met une thèse, met les personnages dans un environnement favorable à vérifier cette thèse et ensuite montre que grâce à cette expérience que sa thèse est bonne. Aussi car il y a une très grande importance sur la description et ils présentent le réel dans ces descriptions, rien d'imaginaire. Et enfin, à cause de l'écriture d'Émile Zola, on peut dire que cette œuvre est naturaliste. Je vous remercie pour votre présence dans cette émission. Merci à vous, monsieur Neymar, de m'avoir invité. Ça a été très constructif. Au revoir. Au revoir.